Du meurtre d'un officier du SWAT à l'arrestation de tout le club pour des accusations criminelles fédérales. Voici les leaders les plus redoutés du club de motards mongols de tous les temps. Chapitre 1. David Martinez. La vie de David Martinez a pris un tournant majeur le 28 octobre 2014, lorsqu'une équipe du SWAT a fait une descente à son domicile à San Gabriel, en Californie. Martinez a fait l'impensable. Il a répondu avec un fusil de chasse et a tué un officier du SWAT nommé Sean Diamond. Diamond était un vétéran de 16 ans du département de police de Pomona. Le coup l'a atteint au cou, lui brisant la colonne vertébrale. L'officier a été grièvement blessé et immédiatement transporté à l'hôpital. Malheureusement, il est décédé à l'hôpital. Martinez fired a shotgun at Diamond, severing his spine. Diamond died a day later. Tirer sur un officier est une infraction grave. Mais Martinez n'était pas nouveau aux infractions graves. Il était un membre de confiance du chapitre de Pomona du Mongols Motorcycle Club, connu pour gérer les conflits et protéger le territoire du club. En 2014, il faisait l'objet d'une enquête pour trafic d'armes et de stupéfiants. Non seulement il a tiré sur un officier du SWAT, mais il a également tenté de déjouer le système judiciaire. Selon lui, lorsque l'équipe du SWAT a défoncé sa porte, il pensait que ses propres frères, les Mongols, venaient pour le tuer, après que des rumeurs se soient répandues selon lesquelles il voulait quitter le club. Il s'est rendu quelques minutes plus tard et a affirmé qu'il n'avait jamais entendu la police s'annoncer. Après 2 procès sans verdict sur des accusations de meurtre, Martinez a plaidé sans contester à l'homicide involontaire et à l'agression avec une arme à feu sur un policier. Il a été condamné à 10 ans, dont il avait déjà purgé la majeure partie. A Mongols biker gang member who shot and killed a Pomona police officer has been sentenced to 10 years in prison, but he could get out a lot sooner. David Martinez pleaded guilty to involuntary manslaughter in November for killing SWAT officer Sean Diamond. Lorsqu'il a été libéré, cela a laissé les 2 camps mal à l'aise. Parce que ce n'était pas qu'une simple fusillade, c'était un Mongol qui avait tiré sur une équipe du SWAT et avait survécu pour en parler. Chapitre 2. Justin Mutch. De Loreto. Justin Mutch de Loreto avait dirigé des chapitres mongols à travers l'Oregon, le Missouri, l'Illinois et l'Indiana pendant près de 15 ans. Il était le visage de l'expansion et a aidé les Mongols à conquérir de nouveaux territoires à l'étranger, façonnant même les plus grands chapitres australiens du club. Au sein de la fraternité, Mutch était de la vieille école. Il était strict, loyal, mais impitoyable lorsqu'il était mis à l'épreuve. Il vivait selon le code mongol. La famille d'abord, le club pour toujours. Mais comme tout Mongol de haut rang, son histoire a fini par entrer en collision avec les forces de l'ordre. La poursuite de 2008. En 2008, des agents fédéraux et des détectives de Gene se sont rendus au domicile rural de Justin de Loreto à Turner. Ils enquêtaient sur une agression dans un bar lié à des membres mongols. Quelques minutes plus tard, les adjoints ont repéré le véhicule de Loreto, se dirigeant vers le nord sur l'I5. Lorsqu'ils ont tenté de le suivre, l'autoroute s'est transformée en poursuite, alors que Loreto faisait une embardée vers leur voiture banalisée, tentant de les faire sortir de la route et appelant 2 autres motards pour les encercler. Selon Loreto, il ne savait pas que c'étaient des policiers. Il pensait que c'était une bande rivale qui venait pour lui. Le tribunal ne l'a pas cru. Il a été reconnu coupable de mise en danger imprudente, de menaces et de conduite imprudente. 5 délits au total, mais aucun crime. Il a été condamné à 1 an de prison. Voici le rebondissement. Il n'a purgé qu'1 jour. Le juge a statué que Loreto avait déjà passé suffisamment de temps en détention pendant son procès pour être comptabilisé comme temps purgé. Un rapport présententiel l'a qualifié de délinquant à faible risque sans antécédent de violence récent. Donc, au lieu de purger la peine complète, il est sorti 1 jour après la condamnation. Le reste de sa punition s'est transformé en probation stricte. Néanmoins, le tribunal l'a frappé de conditions qui ont coupé profond. Il lui a été interdit de contacter des membres mongols ou de porter le patch. Légalement, cela l'a coupé de la fraternité qu'il avait construite.
Cette restriction a marqué le début de son exil. Les Mongols faisaient déjà face à leur propre effondrement interne, corruption, lutte de pouvoir et loyauté changeante. Le nom de Loreto avait encore du poids, mais son influence a commencé à s'estomper sous l'ombre de Rubén Doc Cavazos, le président national. La rupture s'est approfondie lorsque Cavazos a accusé Loreto de transformer le club en un empire commercial personnel, utilisant le nom des Mongols pour le profit et le pouvoir. Loreto a commencé à s'exprimer, discrètement au début, sur la corruption qui se répandait dans la direction. En 2010, sa présidence de chapitre était terminée. La ligne Oregon des Mongols avait perdu l'un de ses esprits les plus aiguisés. De hors-la-loi à défenseur. Des années plus tard, Mooch a refait surface, non pas lors d'un rassemblement mais à la George Fox University, poursuivant un diplôme en travail social. Il était un homme changé. Il voulait transformer son passé en prévention pour atteindre le même type d'enfants affectés par les gangs qu'il recrutait autrefois. En 2015, il a fait face à un autre affrontement avec l'autorité. L'Oregon Youth Authority a écourté son stage non rémunéré après avoir appris son passé avec les Mongols. Pas de violence, pas d'accusation, juste l'étiquette. Il a poursuivi l'État, affirmant qu'ils avaient violé ses droits du premier amendement et l'avaient puni non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il avait été. Depuis lors, Loreto s'est reconstruit de fond en comble. Il a écrit un mémoire intitulé « The Ride of My Life », documentant son temps chez les Mongols et la lutte pour trouver un but après avoir quitté le club. Il anime maintenant un podcast, Mondays with Mooch, où il parle de fraternité, de trahison et du long chemin hors de la vie de hors-la-loi. À ce jour, il se qualifie d'ancien Mongol, mais jamais de traître. Et peut-être que c'est la partie qui hante encore le club. Chapitre 3. Clifford Buckshot. Lavoy. A federal criminal complaint charges 51-year-old Clifford Lavoy of Montclair with assault resulting in serious bodily injury. Sur le territoire des Mongols dans le sud de la Californie, Clifford Buckshot. Lavoy était connu comme un homme dur, quelqu'un de confiance pour rappeler aux rivaux que les Mongols ne prennent pas les affronts à la légère. Mais le 4 mars, tout a changé. Tard dans la nuit au Firewater Bar et Grill à Ontario, Lavoy et son compagnon mongol, Jules Pulido, étaient assis à boire et à tenir court. Lorsqu'un membre du Vagos Motorcycle Club est entré portant ses couleurs, la tension a éclaté. Lavoy l'a confronté, exigeant le respect. Les mots se sont transformés en violence. Lavoy l'a attrapé et frappé. La victime s'est libérée et a tenté de fuir. Pulido a sorti une arme et a tiré. La victime est tombée morte sur le trottoir. L'après-midi suivant, les forces de l'ordre avaient identifié les deux hommes. Pulido a mené la police dans une poursuite de 9 heures, à travers 5 comtés, avant de s'écraser. Lavoy a été arrêté à Whittier quelques jours plus tard. Maintenant, Lavoy fait face à des accusations fédérales d'agression au service du racket, avec une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans s'il est reconnu coupable. Il n'a pas appuyé sur la gâchette. Il a joué le rôle de l'exécuteur, le muscle, l'homme qui s'assure que le respect est exigé et délivré. S'il est reconnu coupable, il devient un conte édifiant au sein des Mongols. Même les exécuteurs de confiance ne sont pas intouchables lorsque la violence échappe à tout contrôle. Chapitre 4. Christopher Alan Boyd. Au début de 2025, des motards de toute la Floride sont descendus sur Daytona pour la Bike Week, le rassemblement rituel où les couleurs se mélangent et les tensions rivales éclatent. Parmi eux se trouvait Christopher Alan Boyd, un Mongol de 38 ans de Lakeland, en Floride. Il n'était pas encore connu dans les gros titres, mais cela allait changer. Le 8 mars, devant une station-service à New Smyrna Beach, une confrontation a explosé. Des membres des Warlocks et des Mongols se sont affrontés sur le parking. La confrontation s'est rapidement transformée en bagarre générale. Lorsque la fumée s'est dissipée, plusieurs personnes ont été blessées. Des mois plus tard, dans le cadre de l'opération Mongolian Beef, les forces de l'ordre fédérales et étatiques ont lancé une répression massive.
28 motards ont été arrêtés, dont Boyd, qui a été accusé d'émeute, aggravé pour avoir participé à un acte coordonné de violence. Il a été extradé vers le comté de Volusia pour faire face aux accusations. Le rôle exact de Boyd dans le chaos reste flou. Suivait-il les ordres des leaders du chapitre? Défendait-il ses couleurs? Ou était-il simplement au mauvais endroit quand la tempête a éclaté? Les enquêteurs ont décrit l'incident comme un tournant pour le réseau des Mongols en Floride. S'il est reconnu coupable, Boyd pourrait être l'étincelle qui apporte une nouvelle pression sur les Mongols, un rappel qu'un moment de violence peut exposer toute une fraternité. Chapitre 5. Jared Chadwick. C'était le 11 juillet 2020, devant un restaurant bondé à Arvada, au Colorado, lorsque les Mongols et les Hells Angels sont entrés en guerre. Personne ne savait que cela deviendrait l'un des affrontements de motards les plus brutaux de mémoire récente. En quelques heures, un homme était mort et 3 autres saignaient. Parmi ceux nommés, plus tard se trouvait Jared Chadwick, un homme de 38 ans du comté de Davis, dans l'Utah. Connu parmi les Mongols locaux à South Ogden et West Valley City, Chadwick avait gardé un profil bas, gérant les affaires discrètement et évitant les gros titres. Cela s'est terminé lorsque le département de police d'Arvada et le FBI ont lancé une opération dans plusieurs États. Le 26 janvier 2022, les adjoints ont écroué Chadwick à la prison du comté de Davis à Farmington. La feuille d'accusation se lisait comme une fin de carrière. Complicité de meurtre au premier degré, vol qualifié, racket, conspiration et aggravation pour crimes violents. 7 de ses co-accusés faisaient face à des accusations de meurtre au premier degré. Selon la police, l'attaque a commencé lorsque des membres mongols ont ciblé un groupe de Hells Angels devant le bar. L'un d'eux, William Henderson, a été abattu. 2 autres ont été abattus et laissés dans un état critique. Lorsqu'un passant a essayé d'aider, il a été battu avec un casque et écrasé par une moto. Les blessures l'ont laissé handicapé de façon permanente. Au moment où les officiers sont arrivés, les Mongols étaient partis. Il a fallu 2 ans, 4 États et un réseau de surveillance pour les retrouver. Les arrestations coordonnées ont balayé l'Utah, le Colorado, la Californie et la Floride, avec l'ATF et le FBI menant l'opération. Chadwick n'était pas nouveau dans les bases de données policières. Son dossier montrait 3 délits. Vol en recevant des biens volés en 2004, agression en 2005 et fraude aux communications en 2007. Mais il n'avait aucun crime, rien qui laissait présager qu'il serait un jour lié à une guerre de motards. Les procureurs ont décrit Chadwick comme faisant partie de l'équipe de nettoyage, pas l'un des tireurs, mais l'un de ceux qui ont agi rapidement après la fusillade, en 1977, effaçant les preuves, en protégeant les frères. Au tribunal, Chadwick a plaidé coupable de falsification de preuves et d'une accusation fédérale distincte d'armes à feu dans l'Utah. Il a passé 28 mois dans une prison fédérale, ainsi que 90 jours au Colorado, qui se sont déroulés simultanément. Pour une guerre qui a laissé un homme mort et d'autres détruits, son temps derrière les barreaux a à peine atteint 3 ans. Mais son nom figure maintenant dans le même dossier que le massacre d'Arvada, l'un des chapitres modernes les plus sanglants des Mongols. Au sein de la fraternité, c'est ce qui reste. Chapitre 6. Nick the Knife. Forbes. Dans le monde des motards hors la loi d'Australie, peu de noms portent plus de poids que Nick the Knife Forbes. Connu comme le président national des Mongols, Forbes a construit sa réputation sur le contrôle, la discipline et l'intimidation. Pendant des années, il était l'homme à qui les autres Mongols répondaient. Mais en octobre 2022, les murs ont commencé à se refermer. C'était juste après minuit lorsque Forbes est descendu d'un vol à l'aéroport de Darwin. La police l'attendait. En quelques minutes, le grand patron des Mongols était menotté. L'arrestation était liée à une agression présumée sur un membre des Hells Angels dans une boîte de nuit de Top End près d'une décennie plus tôt. La même affaire pendait au-dessus de lui depuis 2014 et il était également recherché pour ne pas s'être présenté au tribunal en 2015. Forbes était arrivé en avion avec son avocat, Michael Gatenby, pour se rendre volontairement.
Il avait déjà informé le tribunal qu'il prévoyait de se présenter et avait dit aux journalistes qu'il voulait commencer un nouveau chapitre. À l'aéroport, des témoins ont déclaré que Forbes s'était excusé auprès du public qui assistait à l'arrestation. Au tribunal local de Darwin, il a été accusé d'agression aggravée et de comportement violent et s'est vu refuser la caution. Alors que cela se déroulait, le timing ne pouvait pas être pire pour la police. Cette même semaine, le National Run des Mongols devait traverser le territoire du Nord. Les officiers ont averti le public que de grands groupes de motards se dirigèrent vers le nord, roulant d'Alice Springs à Darwin. La police a lancé une opération pour surveiller de près l'activité des Mongols le long de la Stuart Highway. L'arrestation de Forbes a envoyé un message à travers tous les clubhouses mongols en Australie. Le président national était maintenant derrière les barreaux, et le timing, juste avant le plus grand rassemblement annuel du club, semblait délibéré. Cela ressemblait à un coup de force des forces de l'ordre. Plus tard, les procureurs ont abandonné certaines parties de l'ancienne affaire, mais les dégâts étaient déjà faits. Nick the Knife. Forbes a construit son empire sur le pouvoir et la présence. Mais lorsqu'il a choisi d'entrer à Darwin et de se rendre, ce n'était pas de la faiblesse. C'était une stratégie. Un mouvement calculé qui rappelait à tout le monde qu'il était toujours en contrôle, toujours en train d'écrire sa propre histoire. Chapitre 7. Gregory Lawrence Moore. Pendant près de 2 ans, Gregory Moore Jr. a vécu comme un fantôme. Son nom était lié à un massacre à Arvada, au Colorado, qui a laissé un homme mort et plusieurs autres handicapés. Mais en janvier 2025, la chasse s'est terminée en Floride. La police a fait une descente dans un clubhouse Mongols à Tampa. À l'intérieur, ils ont trouvé Moore, un fugitif recherché pour plus d'une douzaine d'accusations, dont meurtre au premier degré, tentative de meurtre et crime organisé. Son arrestation a fermé l'un des derniers chapitres de la guerre de motards de 2020 entre les Mongols et les Hells Angels. Cette nuit-là, dans un roadhouse du Colorado, le chaos a explosé. Le membre des Hells Angels, William Kelly Henderson, 43 ans, a été abattu. L'un d'eux, un musicien local nommé Ryan McPherson, ne faisait même pas partie de l'un ou l'autre club. Il se produisait sur le lieu lorsque la bagarre a éclaté. Des témoins ont déclaré qu'il avait essayé d'aider l'un des blessés et qu'il avait été frappé à la tête, puis écrasé par une moto. Il a survécu, mais les blessures l'ont laissé handicapé de façon permanente. La violence ne s'est pas arrêtée là. Plus tard, le même jour, 2 motards innocents ont été chassés de la route par des membres mongols, dans ce que les enquêteurs ont décrit comme une poursuite de représailles. L'opération qui a fait tomber Moore était massive. Plus d'une douzaine d'agences d'application de la loi ont travaillé ensemble, dont le département de police de Tampa, le bureau du shérif du comté de Hillsborough et l'ATF. Les enquêteurs ont suivi le téléphone et le véhicule de Moore jusqu'au clubhouse de Tampa, avant de prendre d'assaut le bâtiment. Il a été arrêté sans résistance et plus tard extradé vers le Colorado. Gregory Lawrence Moore a plaidé coupable à un chef d'accusation de crime de racket. 35 autres chefs d'accusation, y compris le meurtre, ont été abandonnés. Moore a été condamné à 27 ans au département correctionnel du Colorado pour son rôle dans la fusillade mortelle de juillet 2020 entre les gangs de motards Hells Angels et Mongols. Pour le département de la justice des États-Unis, les Mongols restent l'un des clubs de motards hors la loi les plus dangereux d'Amérique, qui est violent, armé et en expansion. Chapitre 8. Clinton Neil Walker. Avant de rejoindre les Mongols, Clinton Neil Walker portait un uniforme pour une autre fraternité. Il était pompier, marine et ancien membre d'un club de motards hors la loi. Mais dans la chaleur estivale de New Smyrna Beach, en Mahanoatsing, Floride, il est devenu quelque chose d'entièrement différent. L'homme qui a ouvert le feu dans une guerre de gangs dans une station-service. C'est arrivé devant une station racetrack sur la State Road 44. 2 clubs rivaux, les Mongols et les Warlocks, se sont affrontés dans une foule de plus de 25 personnes. Selon la police, Walker était le tireur. Il a tiré plusieurs coups pendant le chaos,
en voyant la foule se disperser. Lorsque les officiers ont examiné la vidéo des témoins, ils pouvaient clairement voir un homme chauve avec des tatouages mongols, sur le cou brandissant et tirant avec une arme. Cet homme était Clinton Neil Walker. Lorsque la poussière est retombée, 2 warlocks étaient à terre. L'un avait été effleuré à la tête par une balle. L'autre avait été frappé à l'arrière de la tête avec des nunchakus. Le véhicule d'un passant a été criblé de balles. Un autre Mongol, Anthony Trimboli, s'est présenté à l'hôpital avec une blessure par balle à l'estomac. Il a dit à la police qu'il s'était accidentellement tiré dessus en s'exerçant au dégainé croisé. Les officiers ne l'ont pas cru. Bientôt, Walker a été arrêté en conduisant une Chevy Silverado quelques minutes plus tard sur la US 1 à Oak Hill. La police l'a arrêté et a saisi le camion. Il a été accusé d'avoir incité à une émeute, d'avoir déchargé une arme à feu en public et d'agression aggravée avec une arme mortelle. Walker a été écroué à la prison du comté de Volusia et libéré sous caution de $75 000 le lendemain. Le nom de Walker était déjà familier aux forces de l'ordre. En 2018, il a été licencié du Hillsborough County Fire Rescue Department, après qu'une enquête interne l'ait lié à une bagarre violente dans un bar d'Outlaws Motorcycle Club. Walker a déclaré qu'il avait quitté les Outlaws en 2016, avant de rejoindre les Mongols. Mais cette loyauté ne s'est jamais estompée. Les Taiti Mongols ont qualifié la fusillade de la station-service de malentendu. La police l'a qualifié de violence organisée. Pour ceux qui le connaissaient autrefois comme un pompier ayant juré de sauver des vies, l'image de Clinton Neil Walker, debout au milieu d'une station-service en Floride, arme à la main, était quelque chose qu'il ne s'attendait jamais à revoir. Chapitre 9. Dylan Pascal. Dans le monde souterrain de Tampa, la trahison est le seul péché qui n'est jamais pardonné. Pour Dylan Pascal, cette règle est devenue mortelle lorsqu'un compagnon motard a été marqué comme une balance. Dans la nuit du 27 avril 2022, Dominic Paternoster, un membre de 46 ans du Raiders Motorcycle Club, Dominic Paternoster was found dead in his home back in April. Detectives say he was shot multiple times. était assis dans sa maison de Palm Harbor. Les Raiders étaient un groupe d'alimentation pour les Mongols, loyaux à leur hiérarchie et désireux de faire leurs preuves. Mais cette nuit-là, la loyauté était la dernière chose à laquelle quiconque pensait. Paternoster avait été accusé d'avoir informé la police locale sur les Mongols. Des heures plus tard, il a été abattu dans son fauteuil inclinable. Lorsque les détectives sont arrivés, ils ont trouvé des douilles usagées à côté du corps. Les résultats de laboratoire ont ensuite montré l'ADN de Pascal sur ces douilles. Les enquêteurs croient que plus d'un tireur a ouvert le feu cette nuit-là, utilisant plusieurs armes. Lorsque Pascal a été interrogé 2 jours plus tard, il a raconté une histoire aux détectives. Il a dit que lui et un autre homme avaient ramené Paternoster de Tampa, l'avaient laissé dormir dans son fauteuil et étaient sortis. Les preuves racontaient une histoire différente. Les détectives ont qualifié cela de mensonge destiné à masquer une exécution de gang. Pascal a été accusé de meurtre au premier degré. 3 autres affiliés mongols ont été liés à la même affaire. Selon l'ex-femme de Paternoster, elle a vu les trous de balles dans le fauteuil où son mari était assis. I sat in the chair with the bullet holes in it, where his head would have been, for about an hour and cried my eyes out. Elle a parlé de l'homme qu'elle avait autrefois connu, un père de 3 enfants qui s'est perdu dans l'addiction et la vie de hors-la-loi. Maintenant, Pascal attend son procès. Face à la prison à vie s'il est reconnu coupable. Au sein des Mongols, les balances sont traitées d'une seule façon et le sang de Paternoster l'a prouvé. Les Mongols ont construit leur empire sur la loyauté, la violence et la peur. Mais il y a eu une guerre amère qui a poussé tout cela à la limite. Cliquez sur la prochaine vidéo pour voir la guerre qui a changé l'application de la loi pour toujours.